Bonsoir à toutes et à tous, et oui, bienvenue sur ce live, je suis seul mais heureux, parce que ce mois-ci en cinéma, on a été gâtés les amis, j'ai vraiment été gâté personnellement. Je vais prendre avec moi la petite liste quand même que j'ai préparée en amont. Aujourd'hui, nous sommes le 30 janvier exactement, et ce 30 janvier, j'ai pu découvrir 5 films sortis donc au mois de janvier 2023, mais également faire 4 rattrapages, je vais appeler ça comme ça, je n'avais pas prévu de les nommer, mais je vais appeler ça des rattrapages, ça me paraît le plus logique, de films que je n'ai pas pu voir en 2022, en tout cas je vais parler surtout de décembre 2022. Voilà. Le reste, je trouve que voilà, j'en ai vu d'autres des films, mais c'est pas vraiment intéressant. J'ai vu des séries aussi, mais peut-être que ce sera dans la reco à la fin. Mais ça sera pas plus. On va pas perdre plus de temps. On est là pour parler des top flops de janvier 2022, 2 mois de lutin, comme on dit dans le milieu. Et on va commencer par un film voilà, bizarrement, on va même pas être dans janvier 2023, qui est sorti le 7 décembre 2022. C'est une date très importante pour moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'anniversaire d'une personne que j'aime de tout mon cœur, ma mère. Et cette personne est donc née un 7 décembre et ce film est sorti le même jour, donc je m'attendais à quelque chose. Non, pas du tout, je ne savais pas, j'ai appris en faisant ma petite fiche avant de commencer le live. Ce film, c'est l'une des plus grosses arnaques que j'ai vécues. On commence fort, hein, que j'ai vécu depuis que est-ce que ça serait pas la seule et vraie arnaque que j'ai eue ? Non, il y avait eu Suicide Squad également. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, je suis allé voir le film sans grande prétention. Bon anniversaire en retard à la maman de lutin. Eh ben, bon anniversaire maman, en retard moi aussi. Et ce film-là, comment dire ? Voilà, je parlais d'arnaque. On n'est pas du tout sur la même arnaque qu'un Suicide Squad, par exemple. Voilà. Là, moi, c'est un film où je m'attendais à rien et je me suis pris un coup de couteau dans le dos. On va parler de Falcon Lake. Et je vous ai malencontreusement sorti l'affiche, évidemment, qui est juste ici. Est-ce que je vais garder vraiment les commentaires par-dessus on verra, pour l'instant ça me plaît bien. Falcon Lake de Charlotte Lebon. Donc déjà de 1, une réalisatrice, faut soutenir. Française, je crois pas qu'elle ait la double nationalité, je regarde ça pendant que je parle. Mais Charlotte Lebon, voilà, du coup je découvrais, actrice de base, qui est totalement québécoise, excusez-moi, pas du tout, québécoise. Et tu as les bails en effet. Ce film-là, c'est le pire film que j'ai vu en janvier 2023. Pourquoi ? Alors, est-ce qu'il a un mauvais scénario ? Oui et non. Il y a des choses qui titillent, il y a des choses qui sont assez classiques mais qui fonctionnent. On est sur... Je commence par le scénario parce que c'est la base. Je commence par cette base-là. C'est concrètement l'histoire d'un été d'une famille qui rejoignent des amis, voilà, au bord d'un lac. Ça résume à ça. Donc voilà, on va suivre plutôt le point de vue d'un gamin de 13 ans. J'ai plus le nom des acteurs, hein, faites la recherche vous-même, hein, je suis pas votre chien. Et l'idée, c'est que voilà, on va suivre son histoire là et un petit peu sa découverte, donc il y a 13 ans, donc sa découverte de son premier amour, et aussi également de ses questionnements sur la sexualité, plus particulièrement avec la fille du couple d'amis qui est, en gros une amie ou une meuf comme ça, mais qui a 16 ans. Donc on a un écart d'âge de 3 ans, et donc du coup ça crée des problèmes en fait, ça crée un décalage. Voilà, à cet âge-là, avec toute logique, une meuf de 16 ans et un mec de 13 ans, je prends mon point de vue personnel. Évidemment, hein, tout ce que je vais dire, c'est mon propre point de vue, et si vous aimez ce film, vous êtes un connard. Mais, restons humbles, et continuons à parler du film sans évoquer le problème majeur que je garderai pour la fin, pour le watch time. Ça veut rien dire en live. L'idée c'est quoi ? Le scénario est assez classique, vous l'avez, il n'y a pas grand chose d'autre à raconter que ça. Tout tourne autour du cul. Du cul. Il n'y a pas que ça, mais on va dire que 90% c'est le cul. Donc du coup j'étais un petit peu cringé, personnellement, parce que je trouvais que la relation était très bizarre. Non pas que ça jouait mal, non pas que c'était... Voilà, j'enchaîne sur les acteurs. Non, au contraire, c'était assez correct. J'ai rien à dire, hein, je suis pas acteur moi-même, donc je trouve, moi en tout cas, ça ne m'a pas déplu.
Et mais c'est clairement leur relation, cette découverte de la sexualité entre les deux personnages qui me chagrinait un peu. Je me rappelais pas et je l'ai vu avec ma petite amie. Euh, bah, big up à elle. Et on en est ressorti tremblant. L'idée c'est qu'en fait on s'est retrouvé à regarder ce film et en fait en sortant, on s'est dit mais en fait mais attends mais on s'est posé mutuellement la question. Enfin c'est elle qui a commencé. Mais en fait à 13 ans Romain t'étais vraiment à ce point à fond sur le sexe vraiment. Et du coup j'étais en mode ben alors moi je suis un gamer qui prend pas de douche. Donc là, exceptionnellement, j'en ai pris une. Mais l'idée, c'est que moi, à 13 ans, ça marche pas trop. Parce que j'étais sur Minecraft. Et je ne pensais qu'à faire des cubes. Qu'à poser des cubes. Et j'étais architecte sur un serveur éclaté où on était 4. Donc voilà, moi, c'était ma vie à 13 ans. Mais du coup, même moi, je me suis posé la question. Je fais, est-ce que toi, à 16 ans, ou même à 13 ans, t'es à fond là-dedans? Ben, c'est comme pour la plupart des gens. C'est ok, c'est un sujet, tu te poses des questions, tu te cherches. Évidemment, tu découvres. Mais à ce point-là dans le film, et surtout dans une relation 13-16 ans, c'est ça qu'on trouvait pas ça logique. On était deux hein, avec ma copine, et tous les deux étaient d'accord pour un point, ce n'est pas logique. Enfin, on se dit, putain, mais à cet âge-là, même 1 an ou 2 ans, c'est énorme. Je trouve, enfin, personnellement, c'est énorme comme décalage. Donc là, voir une gamine de 16 ans montrer sa poitrine, parce que c'est vraiment une scène, montrer sa poitrine au gamin de 13 ans, mais de manière en mode on peut aller plus loin tout ça, c'était un ok bon d'accord. Mais quand on arrive au point où ils vont faire une fête éclate à un gars de 19 ans, alerte rouge, qui commence à pécho la meuf de 16 ans, t'es en mode c'est quoi ce triangle amoureux chelou entre un gamin de 13, une meuf de enfin une ado de 16 et un mec de 19. Et du coup tu commences à sentir que ça pue. Et du coup bah, Déjà, moi, déjà, j'étais cringé. Alors, si vous l'êtes pas, bon, est-ce que je peux dire tant mieux pour vous? Non. Je vais vous dire, bah, c'est vos problèmes. Donc, moi, j'étais un petit peu cringé déjà. Parce que la découverte de la sexualité pour des adolescents, ok, c'est un sujet qui peut être abordé, il n'y a aucun problème. Moi, ça peut être super bien, il n'y a aucun souci. Mais de cette manière-là, je trouvais ça très cringeant. Si vous ne regardez pas le film, hein, vous allez comprendre un peu pourquoi. Et donc, du coup, tout le long, bah, je me dis, ça sent quelque chose de louche. Et là, le générique arrive. Et on va arrêter de parler de ce film avec cette fin que j'arrive. Le générique arrive. Et je vois quoi je vois réalisé par cette Charlotte Lebon. Adapté très aigu, mon adapté avant. Adapté d'une œuvre de Bastien Vives. Salut à toi si tu es sur la live, va pas niquer ta mère. Donc, officiellement, Bastien Vives, pour ceux qui vivent dans une grotte actuellement pro-inceste et utilisons les termes pro-inceste, viol et pédocriminalité, pédophilie, tout ça. Donc voilà, mec, c'est une ordure de base. C'est juste un fils de purée, quoi, pour éviter de dire le mot. Mais le P-word, et on est clairement sur une on est sur une merde infâme. Et là, je vois que c'est adapté d'une œuvre de Bastien Vives qui est quand même connue, qui a été viré du festival d'Angoulême de bande dessinée, parce que il dessinait des planches. Enfin bref, on va pas débattre sur lui, qui dessinait des planches, qui parlait d'inceste et qui prônait la pédocriminalité. Enfin bref, une merde infâme. Donc je pourrais terminer. Voilà, apologie de la pédocriminalité. N'allez pas voir Falcon Lake, parce que Charlotte Lebon est pote avec ce détraqué et a adapté l'une de ses œuvres détraquées au cinéma. Alors c'est sûr que c'est pas le film qui va te faire te dire « Ah, j'ai vraiment vu un truc qui prônait la pédocriminalité ». Non, mais on est sur déjà une œuvre d'un gars détraqué et fait par un... Alors, j'ai découvert Charlotte Lebon avec ce film-là. C'est blacklisté. C'est blacklisté. Ou si je dois revoir un film à elle, c'est comme Polanski. C'est je télécharge et je regarde, et oui, je m'intéresse à ce qu'il fait. Mais j'oublie pas que derrière, on a serré la main, Bastien Vives, ça dégage. Donc voilà. On commence assez fort avec ce top flop de janvier 2023, avec un film qui n'est même pas sorti en janvier 2023, mais qui est sorti le 7 décembre 2022, et que je ne conseille pas du tout. Je vais quand même être franc. Si le film n'avait pas été adapté d'une œuvre de Bastien Vives, je lui aurais mis un 4 ou 5. J'ai parti sur un 5 de base, le 4 c'est parce que je le sais maintenant, ce qui me fait que je baisse la note indirectement. Mais voilà, de base, dans ma tête, parce que
pendant le film, c'est mon problème aussi, on peut voir ça comme un problème, je trouve ça, j'aime bien, je me prépare déjà à noter le film, je dis, ah, ça, pour l'instant, c'est plutôt un 6, c'est un 8. Et là, c'était sur un 5, parce que j'en voyais pas l'intérêt, j'étais un peu cringé. Et là, baf, Bastien Yves, ça dégage. Donc c'est le genre de problème avec voilà, ce film-là, c'est la source en fait, c'est la base de tout, est déjà pourri. Le film en lui-même est cringeant, n'est pas pourri en soi, mais juste, ben, je ne peux pas l'aimer en fait, je ne peux plus l'aimer. Et je n'étais pas déjà fervent de ce qu'il racontait et ce qu'il filmait. Là, j'en suis vraiment dégoûté. Donc voilà, Falcon Lake, nique bien ta race. On va finir là-dessus. Donc ça, c'était un film de merde. C'était le pire film que j'ai vu en janvier 2023. On va regarder maintenant le deuxième pire film que j'ai vu en 2023, en janvier 2023. Et celui-ci est clairement sorti le 4 janvier 2023. Donc un tout nouveau bébé qui est arrivé pour cette nouvelle année. Et là, on passe du tout au tout. On était sur un film éclaté avec une base pourrie. Là, on passe sur un film qui n'est pas du tout mauvais, qui juste, moi, ne m'a pas du tout touché. Donc imaginez que là, on partait de la grosse merde infâme avec Falcon Lake. Et ben là, on passe les 2, 3, 4 sur 10. On arrive sur un 5 sur 10. On arrive sur un film où je ne peux pas dire que c'était nul, mais je n'ai pas aimé non plus. On va parler, les amis, de Cet été-là. Cet été-là, c'est réalisé par le même mec qui a fait La Famille Bélier, que je n'ai pas vu. Mais voilà. Vous voyez un peu le délire. Et c'était là, donc j'ai pu retrouver Marina Foïs dedans, j'étais très content de la retrouver. Et ce film-là, bah bizarrement, le pitch ressemble pas mal. Pas mal à Falcon Lake, c'est juste, bah en fait on voit une famille aller dans une espèce de camping, enfin pas une espèce, c'est un camping, et on y suit, j'ai oublié le nom de la deuxième petite fille, mais la première c'est Dune. La raison principale pourquoi je suis allé voir ce film-là, c'est parce que la protagoniste de 11 ans a le même prénom que ma copine. C'est vraiment que pour ça qu'on allait voir le film. Et clairement, on se retrouve devant un film voilà, où ça raconte l'histoire de cette petite fille, du point de vue de cette petite fille de 11 ans, qui passe un été dans un camping, comme dans Fountain Lake, sauf qu'on oublie tout ce qui est pédocriminalité. Pas réussi à le dire, mais vous avez compris. On oublie ça, donc bizarrement, bah, on passe un agréable moment. Faut que j'arrête de parler de Falcon Lake. Mais plus on va avancer, moins on en parlera. Et l'idée, c'est que voilà, cet été-là, je lui ai mis un bon 5 parce que j'étais en mode, ça m'a pas touché, j'ai pas trouvé ça fou. On est quand même face à un duo de petites filles qui ont 11 ans en moyenne. Et c'est vrai que le jeu n'est pas du tout égaux. À certains moments, elles sont super cool, c'est très touchant tout ça. Et d'autres, clairement, je vais pas le dire à la ramasse, mais on va dire mal dirigées. Enfin, moi, j'ai juste pas aimé. La réal m'a directement. Sur le premier plan est assez cool, je l'ai encore en tête, alors que je l'ai vu vraiment à sa sortie, le film, je crois. On va dire, ou alors le 5-6 janvier. Et en fait, il me restait, parce qu'en fait, le premier plan, c'est sur un pédiluve, mais on voit que l'eau. Et en fait, on a un plan dessus, et on voit la protagoniste, donc la petite Dune, arriver, on la voit à l'envers, donc vous voyez un peu le plan, on a un pédiluve, donc il y a l'eau qui fait ça, et on voit l'apparition de la fillette, donc tu te dis, ah ok, elle est à l'envers, bref, bref, partir dans une analyse. Mais le premier plan, moi j'aime beaucoup les premiers plans pour de découverte de personnages, parce qu'ils veulent dire beaucoup de choses, et en vrai celui-ci, il est bien, et il est logique avec ce qui va arriver dans la suite du film. Pourquoi j'ai mis que 5 bah clairement c'est parce qu'en fait le climax final arrive comme un cheveu sur la soupe. Ça c'est le plus gros problème du film. Il arrive comme un cheveu sur la soupe et du coup bah t'es là en mode ok il est puissant en termes de symbolique, mais il vient tellement un peu au pif, je me recoiffe, et que bah en fait t'es un peu en mode j'ai pas eu le temps de me mettre dedans, de m'imprégner de l'émotion que tu veux faire paraître, tout ça. Donc en termes de rythme à la fin, en deuxième moitié de film j'étais vraiment un peu pas perdu, loin de là, mais juste dubitatif par le choix de la réal, du réal, quoi. Et donc voilà, il y avait ça. Concrètement, je l'ai vu également avec ma copine, qui, elle, a beaucoup plus apprécié, parce qu'en fait, tous les étés, elle part en camping, en Espagne, elle fait sa vie, donc du coup, elle a dit, par contre, c'est super bien retranscrit, pour quelqu'un qui a vécu tous ses étés dans un camping, avec une famille qui rejoint les mêmes familles à chaque fois, les mêmes amis, tout ça, et bah du coup, c'est bien retranscrit, je fais pas tant mieux pour ça, donc ça, c'est ses mots, et en tout cas, je veux bien la croire. Donc, mais voilà, en soi, la réal est très sobre, à part le premier plan dont j'ai parlé et ce problème de logique, enfin de rythme, je sais pas comment on va appeler ça, mais de continuité en deuxième partie, bah c'est vrai que c'est pas mémorable.
L'histoire est juste bateau, hein, t'es là, tu suis juste la gamine, donc je vais pas trouver. Enfin, moi qui n'ai pas vécu ce qu'elle a vécu, j'étais quand même bien détaché d'elle. J'avais l'impression de vraiment pas être avec elle, juste de vraiment regarder des yeux d'un gamin qui n'est même pas là. Enfin, voilà, je veux dire, c'est que j'étais pas avec elle, j'avais pas envie d'aller m'amuser, d'aller me balader en forêt, d'aller me cacher dans la fête des gens qui ont entre 17 et 19 ans, quoi, qui font la fête au bord d'un feu en buvant de l'alcool. J'avais pas, en fait, je me suis dit, j'ai pas réussi en tout cas à retrouver cette hype, cette envie de me dire, ah putain, moi aussi j'aurais bien voulu vivre ces étés avec des amis et tout ça. Donc bref, pas trop déblatérer un petit peu sur ce que j'ai vu avec cet été-là. C'est personnellement oubliable. Ensuite, je vais passer à un nouveau film. On va parler d'un film. Ah pardon, on repart sur un film qui n'est pas sorti en janvier 2023, mais presque le 21 décembre 2022. On va parler de. Hop, 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 il est où? Il doit être là-haut, 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 là-haut. Où es-tu? Où es-tu? Ça commence par un G. On parle de Godland. Godland, on va parler comme ça. C'est un film franco-danois-islandais. Je l'ai vu juste avant, c'est pour ça. Et qui se déroule entièrement en Islande. Et donc c'est super beau, magnifique. Et ça raconte quoi? Ça raconte en fait l'histoire d'un prêtre qui concrètement va construire une église au fin fond d'un village islandais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un carton en début de film qui t'explique qu'en fait le scénario est en fait inspiré de 7 clichés qui ont été retrouvés en Islande, de 7 clichés faits par un prêtre qui date des années, je pourrais plus vous dire, je dirais 1800. Et en fait, c'est juste le gars, il a pris ces photos-là, on n'a rien d'autre d'histoire dessus, on a juste le prêtre sur les photos avec plusieurs personnes là, et le film a été construit autour de ces 7 clichés-là. Donc, le film, assez long quand même, on part sur 2h20, 2h30, nous raconte en fait juste l'épopée de ce prêtre, et au fur et à mesure apprendre ces 7 clichés. Et ben, on est sur un film où je me suis endormi. Alors pourquoi je le mets au-dessus de cet état, vous allez comprendre après. On est sur un film où en fait j'ai vu la première heure, j'ai pas vu la demi-heure au milieu, et j'ai vu la dernière heure. Et ben, à part quelques petits trucs, j'ai pas loupé grand chose. On est sur un film qui est même pas très, c'est énormément contemplatif. Godland, c'est vraiment magnifique en termes d'image, en termes de plan séquence. Avec les décors en plus, ça matche tout. Hein. T'as un gars qui sait filmer. Et quand je dis sait filmer, c'est pas juste il a fait un plan séquence, il a pas coupé. Non, c'est un plan séquence circulaire qui commence sur un point de vue énorme, un panorama, et qui finit sur un plan serré, gros plan, sur le visage d'un homme. Donc c'était quand même magnifique à voir. Mais je me suis quand même, je me suis assoupi, pas me mentir, parce que en fait la musique, le rythme, le vent, le décor, tout me donnait envie de dormir. Après, pas vous mentir, j'étais déjà très fatigué. Donc, mais du coup, ça m'a juste donné envie de somnoler, et j'ai fini par me laisser au bras de Morphée. Donc Godland, je le conseille. J'ai mis un 5 également à ce film-là. Parce que voilà, il n'a pas réussi à me toucher énormément. Je trouve ça magnifique, mais en termes d'histoire, j'étais vraiment à la ramasse. Parce que je n'étais pas dedans. Et à côté, en termes de technique, voilà. S'il n'avait pas eu la technique, il aurait vraiment pas eu la moyenne selon moi, parce que je n'y arrivais pas à trouver mon compte. Voilà, tout simplement, je n'y arrivais pas à trouver mon compte. Ça arrive. Mais en tout cas, ce film-là, je le recommande à tous ceux qui ont soif de décor, qui ont soif d'ambiance, parce que c'est une ambiance tout le long, hein, surtout de pause et de poésie peut-être, on pourrait parler de ça, mais juste d'ambiance poétique, où vraiment tu te dis, mais wow, dans un autre monde, ça me donne envie de voyager dans toute l'Islande. C'est quand même magnifique en termes de décor et d'image. Je conseille Godland à tous ceux qui aiment tous les films qui sont contemplatifs. À part ça, si vous êtes comme moi, vous n'allez peut-être pas y trouver votre compte. Ensuite, nous allons passer à un autre film. Donc, on commence à monter. Là, on était toujours dans les 5 sur 10. On va passer encore à un 5 sur 10. On va parler d'un film qui est sorti le 11 janvier, donc beaucoup plus récent, qui s'appelle L'Immensita. L'Immensita, pourquoi je suis allé le voir? C'est parce qu'il y avait Penelope Cruz dans le film. Donc, et je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas vu Penelope Cruz au cinéma. Allons-y. Et c'est finalement fini sur un 5 sur 10. Et là, pourquoi je le mets au-dessus de Godland et de cet été-là?
mais alors qu'il est pas du tout au même niveau, je trouve. Et ben, tout simplement parce que je comprends pourquoi vous pouvez kiffer l'Immensita. Juste, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un problème, qu'il n'allait pas assez loin, ou en tout cas, c'est ce que je voulais. Après, je comprends qu'il se suffit à lui-même, qu'il raconte bien les choses, voilà. Mais moi, j'en attendais plus, ce qui fait que j'ai été frustré en fin. Donc, je vais vous expliquer rapidement. L'Immensita, qu'est-ce que ça raconte? L'Immensita, ça raconte l'histoire d'une famille italienne. J'ai très peur de dire espagnol pendant un moment. Italienne, et on suit encore une fois une enfant presque adolescente, où elle l'est. Non, presque adolescente, je dirais. Et qui, en fait, donc une adolescente qui se considère comme un adolescent. Et au milieu de ça, partagé entre sa mère, très expressive, très... Comment on appelle ça? J'allais dire très enfantine, mais non, très... Qui a la joie de vivre, là. Qui a la joie de vivre, qui est très explosive, très fêtarde. Je n'ai pas trouvé les mots, excusez-moi. Mais en gros, qui a besoin d'exprimer sa joie, tout ça. Et d'un côté, un père totalement conservateur, qui est un peu le méchant de l'histoire. Le père fait partie des points faibles sur moi du film. Mais du coup, voilà, on suit juste ça. On suit, je pense, pareil, on est sur ce début de 2023, on est quand même sur ça, sur l'histoire de cet enfant qui va vivre en fait un été. C'est pas vraiment un été. On n'est pas sur côté été comme cet été-là. On est vraiment sur juste une partie de la vie de cet enfant. Et du coup, on va suivre son histoire avec ses amours, mais également les péripéties de ses parents et de sa famille. Donc voilà, c'est un peu la découverte ça, et surtout le questionnement sur soi, et là évidemment, hein, on est sur cette thématique-là. Donc moi je trouve ça très intéressant, j'ai été très surpris de commencer par ça, parce que je vais souvent voir les films sans même lire le synopsis, j'aurais dû avec Falcon Lake. Et donc voilà, j'ai découvert ça, j'ai fait ah bah ok, c'est cool, on va découvrir ça ensemble, let's go. Là, au moins, j'en ai eu un souci, c'est que, en fait, il y a beaucoup de scènes que j'ai trouvées totalement inutiles. Alors, c'est mon point de vue, j'ai vu avec ma copine, elle était pas du tout d'accord avec moi, mais voilà, c'est bien d'avoir des avis différents. Mais par exemple, les scènes d'amourette avec une espèce... une espèce, ça commence très mal ma phrase, mais je veux dire, une enfant qui vit, je crois que c'est... Je sais pas quel mot utiliser pour le meilleur mot pour ne pas dénigrer ce groupe de personnes-là, mais je crois que c'est les Romanichel, je crois bien. J'espère de ne pas dire de bêtises. Et en fait, voilà, ces personnes-là, voilà, le personnage a une amourette avec cette fille, et en fait, tout le long, je comprends, mais ça, c'était trop. En fait, j'en voyais trop, je fais oui, ok, on a compris dès le début, et je ne voyais plus intérêt après. En fait, je comprends pourquoi ça dure longtemps, parce que voilà, il y a ce côté de se poser, enfin là, le personnage se pose des questions sur lui, et après ça, du coup, son amourette, je crois que c'est Sarah de quelle mémoire, cette Sarah est la seule personne de tout le film à ne pas lui demander pourquoi tu te prends pour un garçon. Bon, et donc du coup, je trouvais ça cool, mais c'est vrai que voilà, je prends cet exemple-là en fait, il y a des moments, j'en ai rien à foutre, c'est pas ça que je veux voir. En fait, j'étais plus dans ce délire-là. Si, en gros, j'avais envie de voir autre chose. Alors quoi je peux pas vous dire. Mais juste, j'étais en mode bon. En fait, voilà, je pense que je m'attendais à autre chose. Quoi, je ne pourrais pas vous le dire, j'ai pas du tout réfléchi avant de lancer ce live. Regardez le film, je le conseille. Franchement, je conseille l'Immensita. Parce que c'est hyper intéressant, parce que voilà, c'est cool de découvrir un film qui parle de ce sujet-là du point de vue du gamin. Donc c'est super. Mais alors là, mais on dit pas Romanichel BG, c'est un terme péjoratif. Et ben voilà, clairement, j'avais plusieurs mots en tête, et Romanichel était l'un d'eux, et j'ai utilisé le mauvais. Celui que tu cherches, c'est Tzigane. Merci. Elle m'était totalement sortie à la tête. Et ben, je m'excuse pour tous les Tziganes d'avoir utilisé ce terme qui est péjoratif. Et je continue, on est sur... mais merci Kitan. On est sur un film où en fait, clairement, regardez-le, allez le voir, parce que c'est super intéressant. Mais personnellement, je sais pas pourquoi. Des fois, t'es dans un mood ou pas, et moi, je l'étais pas. Donc là, clairement, j'étais en mode, tant pis, quoi. Donc ça, c'est en termes de scénario. En termes de sujet, c'était trop cool. Et en termes d'acting, Penelope Cruz est toujours aussi
forte, mais c'est... Waouh. Arrête, Pénélope, je t'appelle par ton prénom, hein, j'ai aucun respect. Et pareil, la gamine est très très cool. Par contre, point négatif en termes de jeu, elle était totalement perdue dans les scènes de chant. Waouh, mais vraiment, on sent un décalage énorme. Où genre j'étais, oh merde, où t'es perdu ma pauvre. Et j'étais un petit peu gêné. Parce que il y a un décalage entier d'émotions entre les scènes de chant et les scènes de jeu. Parce que les scènes de chant sont en fait hors... sont peut-être dans l'imaginaire en fait du personnage. Donc du coup, c'est totalement un autre décor, une chose. Et là, je pense qu'ils étaient tous fait d'affilée parce qu'elle était gênée tout le long, la pauvre. Et je sentais sa gêne. Donc voilà, clairement, on n'était pas sur sa meilleure performance de chant, c'est pas très grave. Et également, voilà, le père, je trouvais vraiment juste méchant pour rien. Enfin, il est juste conservateur. Et ok, bon. J'ai pas grand chose d'autre à dire parce qu'en fait, je pense que je vais dire de la merde sur l'Immensita. C'est juste mon point de vue. J'ai trouvé ça vraiment. En fait, c'est pareil, ça va être oubliable pour moi. Et j'aurais voulu qu'il ne soit pas oubliable. Voilà, je vais finir là-dessus. Donc, ça, c'était l'Immensita. Avec Pénélope. Ensuite de ça, on va parler d'un film qui, évidemment, on fait 1 sur 2, hein, qui n'est pas sorti en janvier 2023, mais qui est sorti le 24 novembre. C'est le film le plus vieux sur lequel je vais parler ce soir. C'est le film de Guillermo del Toro, le Pinocchio. Le Pinocchio de Del Toro qui est sorti sur Netflix. Alors moi, personnellement, je vais vous avouer un truc, je n'ai jamais vu le Pinocchio de Disney. Je n'avais jamais lu le conte Pinocchio et j'étais à peu près au courant que c'était un pantin. Parce que j'ai vu les images et tout. Alors évidemment j'étais au courant du pantin, de son histoire, de Pinocchio, mais j'étais même pas au courant du monde des jouets ou des trucs comme ça. Vraiment, il n'y a rien d'autre que je savais. Et ben là on est sur un 6, on est sur un film, putain c'était cool. J'aime beaucoup l'univers de Del Toro. J'ai trouvé super bien. J'ai adoré découvrir Pinocchio avec Del Toro. Ce fut un plaisir. Donc clairement, je conseille fortement. Pour ce qui est quelqu'un comme ma copine qui avait vu le Pinocchio Disney avant, qui a fait son enfance avec les Disney, tout ça, clairement, on n'est pas sur la même appréciation. Sympa, franchement, pas sur de la merde, hein. Mais juste en mode, c'est pas du tout Pinocchio. Il manque pas mal de choses selon le compte. Attention, je ne pourrais pas vous dire quoi. Mais on est sur quelque chose de beaucoup plus brosson. On est sur quand même une technique aussi de dessin qui n'est même pas du dessin, on appelle ça du stop motion, voilà. Du stop motion. Donc c'est un autre univers encore, donc je trouve ça super cool. Gros big up au cricket, oui c'est ça. Gros big up au cricket et à sa VO, enfin sa voix, son doublage qui est juste excellent. J'ai adoré l'écouter ce gars. À chaque fois que le cricket parlait, je trouvais ça trop cool. Je sais pas pourquoi. Donc en vrai, je me dis qu'il faudrait peut-être que je regarde qui a doublé cricket parce que c'était super cool. Et le film, j'ai beaucoup aimé. C'est comme tu l'as dit, c'est très très chouette. Le film, il y a une bonne vibe tout le long. C'est un beau conte que je kifferais montrer à des gamins, c'est super cool. J'ai même très peur en fait de regarder le Pinocchio de Disney parce qu'en fait je me dis que maintenant j'ai juste le trouvé fade. Attention, hein, je dis ça parce que j'ai jamais été très très fan des Disney. J'en ai vu, j'en ai aimé beaucoup, mais aujourd'hui à 25 ans, bientôt 26, j'en vois plus trop l'intérêt. Je vois leur qualité, mais je vois juste que moi ça ne me plaît plus du tout. Mais en tout cas, ce Pinocchio là, je l'ai trouvé très très bon. Je le conseille énormément si vous voulez en fait découvrir Pinocchio par celui-là, ou en tout cas le redécouvrir. Préparez-vous juste à ne pas voir Pinocchio comme vous avez pu voir le Disney. C'est pas du tout la même chose. Peut-être que le conte totalement, mais on n'est pas du tout sur le Disney. Voilà, c'était Pinocchio, j'ai pas grand chose d'autre à dire. On va maintenant repartir sur le top 4 de ce que j'ai vu ce mois-ci au cinéma. Et on part sur un film français. Tirailleurs, les amis. Tirailleurs avec Omar Sy. Film qui se passe, donc qui raconte l'histoire d'un père et son fils enrôlés de force par l'armée française pour aller combattre sur le front en 14-18. Donc voilà, une part cachée de l'histoire française très intéressante à mettre au cinéma. Le film s'est pris une tollée par tous les racistes, négationnistes et toutes ces merdes comme ça, mais ne les écoutez pas, allez voir ce film. C'était bon, c'était très très bon. C'est pour ça qu'il est top 4 des films que j'ai vus ce mois-ci.
Attention, mais au-dessus, on a vu, c'est des dingueries. Hein, donc, franchement, il est resté très longtemps en top 3. Tirailleurs, c'était très cool, et surtout avec un point de vue beaucoup plus intimiste qu'on peut le croire, parce que là, on n'est pas sur le point de vue d'un soldat pendant la guerre. Et ça qui est cool, on est sur, enfin, c'est le cas, mais on est vraiment projeté sur le point de vue d'un père qui voit la guerre emporter son fils. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Enfin, je m'y attendais quand même, c'était l'un des choix qu'il pouvait faire. Mais en tout cas, c'était très bien amené. Et surtout, la réal, le choix d'avoir toujours la caméra très proche des acteurs. Ce qui fait qu'on. Moi, j'étais un peu frustré parce que j'aime le grand spectacle et tout ça. Et j'étais content de voir un film. J'avais envie de voir un film à grand budget français. Mais en même temps, c'est un bon moyen, on va dire, de pas trop dépenser en décor. Mais je pense qu'ils ont eu du budget, j'ai pas checké le budget. Mais voilà, et du coup, en tout cas, c'était logique en termes de réal. On est sur un film qui montre une partie, une face cachée de la guerre, et c'était très intéressant. On a quand même des bonnes scènes d'action, de guerre qui sont difficiles, qui sont dures, et c'était super cool. Il y a quelques réserves quand même sur la faisabilité de quelques petits détails. Je vais pas rentrer je vais pas rentrer dedans, mais voilà, vous verrez des fois, vous dites, et ils y arrivent sans un passage en particulier. Où ils disent, ok, ils le font sans aucun problème, sans aucun souci de vie ou de mort. Bon, d'accord. Et enfin, tu te dis des fois, il y a un passage, je vais vous le dire, donc préparez, si vous voulez ne pas vous faire spoil, ça prend pas grand chose. Ça arrive dans les 30 premières minutes, mais voilà. Ça va durer 30 secondes, ok? Donc au pire, passer de 30 secondes. Si vous regardez en rediff. C'est qu'en fait, il y a un passage où juste les personnages vont retourner dans le No Man's Land pour récupérer le cadavre d'un de leurs potes. Et du coup, t'es en mode, fais pas ça. Enfin, du coup, c'est un peu illogique. Tu te dis, jamais de la vie tu fais ça, No Man's Land. Et en fait, ils le font, ils ramènent et sans aucun problème. Et du coup, j'étais en mode, bon, bah. À part ça, rien d'autre à dire. C'est un film qui m'a beaucoup plu, qui me reste en tête. Parce que c'était un plaisir en fait de découvrir ce film avec Omar Sy et ce choix bah, voilà, de l'histoire. Donc j'ai pas grand chose d'autre à dire. Allez voir Tirailleurs, soutenez le cinéma français. En allant voir Tirailleurs, s'il vous plaît, quoi. Mais merde, allez-y. Parce que c'est pas de la merde. Et Tirailleurs en est un exemple. Donc voilà, ça c'est Tirailleurs sorti le 4 janvier. Hop. Ensuite de ça, on va parler du top 3. Du top 3 que je trouve qui était une masterclass. Et vous dites, mais pourquoi une masterclass? Et donc, troisième. Oh, j'ai oublié de mettre un film. Oh, bougez pas. Bougez pas, je vais le mettre maintenant. Excusez-moi. Et en vrai, je vais le mettre ici. En vrai, c'est parfait parce qu'il n'est pas en dessous des Tirailleurs. Mais il n'est pas au-dessus de celui que je vais mettre après. Donc en vrai, on va parler des Banshees d'Inisherin. Film avec Colin Farrell et Brendan Gleeson, qui on retourne sur des îles, Irlande, on se trouve en Irlande, qui raconte l'histoire de deux amis, ou en tout cas de deux ex-amis, perdus sur une île d'Irlande. Voilà. Ils sont dans un tout petit village, ça raconte ça. Et l'histoire, en gros, sur ces deux ex-amis, c'est qu'en fait, il y en a un, du jour au lendemain, qui dit « Je ne veux plus être ton ami ». Fin. On est sur un scénario qui tient sur un post-it, les amis. Et tu te dis, bon bah... Ok, moi j'ai trouvé ça. Déjà, quand j'ai vu le synopsis avant, ça dépend desquels, je ne suis pas parfait. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai trop envie de voir ce film. Qu'est-ce qu'il va raconter? Comment il va le raconter? Et même moi, je me dis, mais en fait, je suis hyper curieux de savoir si un jour mon meilleur pote se dit, bah, j'ai plus envie de ton ami. Tu m'en veux? Non. Pourquoi? Bah, j'ai plus envie. Et tu te dis, waouh, tu peux pas lui en vouloir parce que t'as rien fait de mal, lui non plus, juste ça s'arrête d'un seul coup, mais il te le dit clairement. Et là, bah, hop, détail, c'est qu'ils vivent sur une île, petite île dans un petit village, donc du coup, ils se captent souvent. Donc du coup, c'est pas non plus le meilleur move du gars, mais voilà. Et du coup, c'est très intéressant, hyper cool, et j'ai pas été déçu du film. Là, on mélange donc un scénario qui est simple, mais qui est fort, parce que tu te dis, pourquoi tout le long tu te poses la question. Et si t'as un meilleur ami avec toi, un ou une, hein, ça change rien à ta vie, bah du coup t'as envie de savoir comment c'est possible que ça arrive. Même si c'est une fiction, t'en fous, tu te dis putain mais si un jour ça arrive, et tu commences à flipper et te dire putain si ça m'arrive je sais pas comment réagir. En plus de ça, tu combines ça avec une image magnifique et des décors à couper de souffle, hein, on est comme pour Godland.
On est sur des décors juste naturels, juste magnifiques. Et un duo Colin Farrell-Brendan Gleeson qui je trouve est, est juste excellent. Donc j'ai adoré Brendan Gleeson dans ce film-là. Et un peu, alors je dirais que je mettrais Brendan Gleeson au-dessus. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, Colin Farrell joue donc un peu l'idiot du village, on va dire. Mais en fait, je me dis juste qu'ils sont tellement pas du tout sur la même longueur, les deux personnages, que je me dis qu'en fait, pourquoi ils ont été amis déjà? Je ne comprends pas. En fait, je ne vois pas comment ils peuvent être amis avant. Ils ont tellement rien merde, comment on appelle ça? Rien en commun, qu'en fait, c'était le seul détail que je me disais, mais en fait, ouais, ils sont pas amis, mais genre, je vois pas comment ils ont pu être avant. Donc il y avait ce côté-là, qui était un petit peu, ah dommage, j'aurais bien aimé voir qu'ils étaient vraiment amis avant, pour en plus avoir encore plus d'émotion de voir qu'ils se déchiraient. Donc les Banshees Inisherin, c'est pareil, c'est un film très... En fait, je trouve que tu as le contemplatif de Godland, mais tu rajoutes un scénario que je trouve original et très cool. J'ai jamais vu ça au cinéma avant, parce que j'ai pas vu tous les films du monde entier, m'emmerdez pas. Et du coup, on est sur une histoire originale que j'avais envie de découvrir. Donc, tu vas voir un film, tu te dis putain, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir ce qui va se passer. C'est un plaisir pur, donc c'est pour ça que c'est un bon. Alors, officiellement, Tirailleur est passé top 5, mais les Banshees, c'est un bon top 4. Je conseille vraiment de découvrir ce film-là. C'est beau, il y a des beaux surcadrages, ça ressemble beaucoup à un conte avec un peu. Je me rappelle plus du conte allemand avec les animaux qui font un concert et qui montent les uns sur les autres. Si vous avez la ref, ils sont et clairement, on est sur un conte, je trouvais, qui était très beau et qui posait beaucoup de questions. Et c'était très très intéressant. Voilà. Donc moi, je trouvais ça très cool. Je conseille fortement les Banshees d'Inisherin. Maintenant, officiellement, les amis, officiellement, nous avons parlé du top 3. Du top 3 qui est là, voilà. La masterclass de ce mois-ci. Qu'est-ce qui se passe? Actuellement, Quentin, qui est au cinéma pour voir mon top 1, que je vais vous en parler juste après. Et qui me dit, putain, tu m'as tellement vendu le film que si vraiment c'est de la merde, je vais te casser la gueule. Et ben, on va faire un message vocal à notre cher Quentin. Frérot, je suis en live actuellement. Et là, tu vas voir mon top 1, évidemment, mon top 1 de ce que j'ai vu en janvier 2023. Donc, s'il te plaît, kiffe-le et remercie-moi après. J'espère que j'ai vraiment pas trop hypé sur un film. Bref, on reste sur janvier 2023 avec un film qui est sorti le 18 janvier. C'est le film le plus récent que j'ai vu pour ce live. C'est Babylone de Damien Chazelle. Énorme fan de Whiplash, ce genre de film que je mate tous les ans, je le mate au moins une fois, c'est obligé, je ne peux pas. Et encore hier soir, je me suis rematé par pur plaisir la scène finale de Whiplash, juste parce que dans la playlist de ma copine, il y avait Caravane qui passait, et arrêtez quoi. Donc Whiplash, légendaire, La La Land, j'ai trouvé ça très bon, je l'ai vu qu'une fois, je pense pas que je le reverrai. Parce que je suis pas hyper fan des comédies musicales. Même si j'ai pas trouvé que ça en était une très déplaisante. Mais après, j'adore Emma Stone, j'adore Ryan Gosling. Les deux ensemble, je trouvais que c'était incroyable. Bon, par rapport à La La Land, Whiplash. Mais Babylone, on est pas autant sur Whiplash, mais on est moi sur une masterclass. J'ai trouvé ça incroyable en termes de film. Ça raconte quoi? Ça raconte juste le passage du muet au parlant, du cinéma muet au parlant. Par le biais donc d'un technicien du cinéma, d'un fan de cinéma, d'un acteur connu et d'une jeune comédienne actrice qui en fait débute en fait. Donc on est clairement sur 3 points de vue différents et on est clairement là sur en fait une évolution du cinéma. On découvre en fait on est sur vraiment juste l'évolution du cinéma par le biais de ces 3 personnages-là. Donc c'était super cool à voir, et le film fait exactement ce qu'il veut faire, c'est te donner envie de faire du cinéma. Je suis sorti du film, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là? Je dois prendre une caméra et filmer, et faire du cinéma, parce que c'est légendaire. Et le film t'insuffle cette énergie qui est folle, il te crie au visage pendant 3 heures, le film est long, il te crie au visage pendant 3 heures tous les problèmes et tout l'amour et l'énergie qu'on peut avoir en faisant du cinéma. Damien Chazelle, il kiffe le cinéma et il te l'a dit. Voilà, c'est tout.
On est sur quelque chose là. Donc évidemment, si tu n'aimes pas les films qui te crient dessus, qui sont énormes, qui te jettent à tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont, enfin tout ce que Damien Chazelle a en tête, ils te le jettent. Donc c'est un peu des fois, c'est une bouillie d'amour, on va dire comme ça, pour essayer de faire un oxymore. Euh, donc je peux comprendre qu'on n'aime pas parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup, 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 surtout en début de film. Et moi j'ai surkiffé, hein. Tout le long j'étais à fond. Il y a des scènes juste légendaires qui me restent en tête. Pour moi, c'est un peu comme un Tarantino où où le film en soi, je vais peut-être être un peu perdu en le revoyant parce qu'il y a énormément d'informations. Mais par contre, il y a des scènes juste légendaires comme le premier tournage muet qu'on voit. C'est une masterclass avec Brad Pitt qui est au top. Qui n'est clairement pas le meilleur personnage, hein. Je trouve que c'est Diego Luna, je crois. Ah, j'ai peur de dire une bêtise. Je vais vérifier ça pendant que je parle. C'est lui clairement le plus intéressant à suivre, hein. On est d'accord là-dessus. Et on est sur Diego Calva. J'ai confondu avec un autre acteur. Et clairement, on est sur un film qui a un rythme de dingue, qui s'arrête jamais, et qui te frustre parfois, surtout dans les scènes avec Margot Robbie, qui doit refaire 20 000 fois une scène, qui te fait comprendre, moi, qui me fait aussi chaud que que les personnages dans le film. J'étais vraiment à fond dedans et j'avais envie de faire du cinéma de ça. Et apogée, l'arrivée de Tobey Maguire, avec un personnage totalement loufoque, qui m'a fait beaucoup penser à Bradley Cooper dans Licorice Pizza. Un personnage où tu te dis pop comme ça, c'est juste un régal, c'est un petit sucre. C'est trop cool à le voir. Et un personnage loufoque est totalement délirant. Tu te dis mais comment il peut exister. Et c'était très très cool. J'ai adoré Babylone. J'en vois également les points faibles. Là, on est sur un film qui juste te donne tellement de choses que tu peux en perdre, que tu peux être un petit peu en overdose, ce que je peux comprendre totalement. Je ne l'ai pas été, fort heureusement. J'ai pas vu les 3 heures passer. J'ai trouvé ça juste incroyable. Je suis sorti du film, c'était une masterclass, j'avais juste envie de faire du cinéma. J'ai pas grand chose d'autre à dire, hein, je me répète. C'est Babylone, j'ai adoré. Babylone, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, kiffez vorace quand même, si vous voulez voir ce film. On va passer à mon top 2. Et mon top 2, c'est un film qui est sorti le 28 décembre 2022. Et un film, je vais pas y rester très longtemps dessus. Parce que si vous voulez voir la critique parfaite de notre cher Kozak, ça sera sur le top des films 2022 qu'on a fait ensemble. Je vais parler d'un film que j'ai pu rattraper, qui m'a fortement conseillé, et c'est celui que je me suis dit, faut trop qu'on aille le voir, c'est Joyland. Bah, c'était excellent, Joyland. C'est mon top 2 de ce que j'ai vu. C'était incroyable, hein. Je vais pas en parler longtemps parce que j'ai très envie de parler du film qui vient après. Mais Joyland, allez voir ce film. C'était un régal en termes de scénario, en termes de réel également. Le plan avec le claquement de doigts. Si vous avez vu le film, vous comprenez. C'est juste, waouh, j'ai un ticket à ce coup. J'ai fait, ok, on passe dans un autre film. J'ai trouvé ça trop cool. J'ai senti qu'il nous passait quelque chose. On est sur 2 films différents, hein. On est sur 2 points de vue, on raconte 2 choses différentes, mais les 2 sont excellentes. On ne suit pas un bon personnage. Clairement, j'avais envie de tarter le personnage principal, l'homme qui est à droite tout le long. Tout le long, j'avais envie de le déglinguer. Il a rien compris. J'en parle un peu. Il a rien compris. Il a rien compris à tout le monde. Il sait pas du tout ce qu'il fait. C'est horrible. T'as envie de le tarter, de faire putain, mais ouvre les yeux. T'es horrible. Mais t'es maladroit surtout. T'es surtout maladroit et dans ta maladresse, t'es horrible. Et donc, du coup, c'était hyper intéressant de voir ça et de voir comment, autour de sa maladresse et de son incompréhension totale, le gars, il est tarté. Et du coup, comment les personnes évoluent autour de lui. C'était très très cool. Et surtout, un film qui parle de transidentité, transsexualité, au cinéma, je n'ai plus du tout l'origine du film. Joyland, c'est quelle origine? Pakistan. Et voilà, donc film qui parle de transsexualité pakistanaise, c'est transidentité. Et moi j'avais dit transidentité et après transsexualité, oui, erreur. Et donc du coup, un film qui parle de transidentité pakistanais, et ben c'est putain de bon. C'est excellent. On est sur, en termes de scénario, une masterclass. Encore une fois, j'utilise encore ces mots parce qu'on est sur mon top 3, j'ai le droit, et que je vous emmerde. Et c'est kiffant. Franchement, Keaton, si tu as envie de le voir, il est excellent ce film. T'as envie de tarter certaines personnes, t'as envie de pleurer par le destin d'une autre, et tout ça juste pour un gars qui fait de la merde, quoi. Donc c'était très très cool à voir et je conseille fortement Joyland.
Et si vous voulez avoir l'avis de Kozak, c'est sur YouTube dans le top flop 2022. Voilà. Et on va parler, les amis, de mon top 1. De mon top 1 qui est un film, mais juste. Là, récemment, j'ai envoyé un message privé sur Insta au réalisateur du film. Il m'a répondu. J'étais très content. Je lui ai dit, mec, masterclass ton film. Je suis sorti du film, j'avais une rage immense. J'avais envie de casser la gueule à du raciste. Ce que le film ne prône pas du tout. Mais voilà, j'avais une rage énorme comme ça. Le film, c'était excellent en termes de rythme, d'image, d'acting, de jeu, tout ça. C'était excellent. Et on va parler, les amis, de mon top 1 de janvier 2022. Les Rascals. Mamma mia, que c'était bon! Waouh! C'était bon, les Rascals. Allez voir ça, il fait que. Il a fait. Il y a une semaine, il faisait quoi? 30 000 entrées? Niquez-vous, les Français! Les Tuches 3. Totalement, ouais. Non, mais les Rascals, c'était. C'était pépite. C'était vraiment pépite. On allait le voir parce que j'ai vu certains critiques ciné YouTube hein, qui ont dit le film est excellent, tout ça. Et en même temps, je suis d'accord avec certaines d'entre elles, enfin celles avec qui j'ai goûté. Et elles n'ont pas eu tort, c'était fou. J'ai emmené ma copine et une de mes potes à le voir. On est sortis tous les trois. C'était une dinguerie. Les Rascals, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un gang dans les années 80, d'un petit gang de jeunes de quartier dans les années 80 et de la montée de l'extrême droite en même temps. On a cette période-là. Et ben du coup, les deux, la montée de l'extrême droite et ce gang un peu miteux des années 80, ben, du coup, ça va se rencontrer et ça va créer énormément de problèmes et de tristesse et de colère. Et ce film-là raconte comment en fait l'escalade de la violence ne mène à rien, ou en tout cas la violence de base ne mène à rien. Enfin, ça te montre ce qu'il faut pas faire. Ça te montre ce qu'il faut faire. La vengeance, ça dégage. Oublier ces concepts éclatés là. Je vais me venger, dites ta mère. Tout ça, tout part d'une connerie de connards, de gens de skinhead et de racisme et de vengeance à la mort moelleux parce qu'ils voulaient. J'ai pas envie d'en dire plus parce que en gros, ce serait vraiment dommage. Allez voir les Rascals. Ça en fait des gros mots. T'as la rage. Non, mais clairement, le film te donne, te souffle une rage entière et de te dire putain, quelle injustice énorme que vivent ces personnages-là. Et à la fin, le réal a une très bonne idée de montrer un bulletin télévisé qui te donne encore plus une critique des médias et de ce qui se passe. Et tu te dis, mais encore aujourd'hui, c'est le cas. Ah, j'avais envie de crier. Le film a réussi à me donner envie de crier et de m'énerver à un point. D'un côté, on a Babylone qui, quand je suis sorti, m'a donné envie de faire du cinéma tout de suite, et ça a super bien fonctionné. Avant de dire une bêtise, je vais regarder le nom du réel pour lui dire merci en live. C'est Jimmy Laporal Trésor. Jimmy, mon frérot. Merci. Les Rascals, c'est un 9 actuellement. On est sur, je pense, un film que je reverrai avec plaisir et que je vais décortiquer et que je vais conseiller toute l'année 2023. Là, actuellement, je ne vois pas, et je le dis maintenant, je reverrai de toute façon le live pour mon top 2023 en fin d'année. Les Rascals, my God, c'était bon. C'était extrêmement bon en termes de sujet, en termes de réal, les acteurs. Je suis désolé, hein, ce gamin-là, bon, je dis gamin, mais il doit avoir mon âge. Il est où? Paf, paf, paf. Tu es où? Tu es où? Ah, j'arrive pas à retrouver son blaze là rapidement. C'est pas grave. Mais tous, hein, mais celui-ci en particulier. Il y a un passage où il doit exprimer la tristesse et la douleur. Oh putain, il m'a fait sentir un truc là. Hein. Waouh, mais c'était, j'ai même pas les mots. Il m'a fait sentir sa douleur. Le climax est juste fou, c'est super bien rythmé. Ça parle de bonnes choses. Allez putain de voir les Rascals, les gars, s'il vous plaît, les Rascals. Allez mater ce film. Oh, je vais m'arrêter là parce que c'est juste trop fort. Donc j'espère Keaton t'avoir donné au moins envie d'aller voir les Rascals. Putain, va voir quoi. Va voir ça. C'est du cinéma français ça. C'est du putain de cinéma français. Il y a plus de films bien en France, tout ça. Nique ta mère.
Nique-la bien ta mère, hein. Vraiment, un film, envoie-moi une vidéo et je la mets sur YouPorn, hein. Mais nique-la bien, hein. Mais putain, Les Rascals, c'est bon. C'est bon. Ça dure 1h45 et prends, prends 1h45 et va voir ce film. Je vais le craquer pour pas donner une thune au réel parce que je suis de droite. Si t'as la possibilité, mec, paye. Franchement, hein, si t'as la possibilité, donne de la thune. Jimmy, là, pour un trésor. Hein. Il le mérite. Il le mérite. Et là actuellement, Les Rascals, j'ai prévu de me mater tout sa film à côté. Hein. Je vais voir ce qu'il a fait avant. Parce que on est sur une claque inoubliable, comme dit. J'arrive pas à lire le truc. Donc, non, clairement, je finirai là-dessus. Les Rascals m'a mis une claque légendaire pour ce janvier 2023. On est sur un film qui dépasse un film de Damien Chazelle. On est sur un film qui dépasse un film avec Colin Farrell et Brandon Gleeson. On est sur quelque chose de excellent. C'est Les Rascals. En vrai, tu m'as saucé. Je verrai si j'aurai moyen de le voir au ciné. N'hésite pas. N'hésite pas. Et si tu veux, je te file ma carte pâté. Tu vas le voir au pâté. Et comme ça, tu payes pas. Et si tu as des problèmes de thunes, on en parlera. Tranquille, pépouze, quoi. Voilà, c'était mon top flop de janvier 2023. On se retrouvera bien évidemment fin février pour parler un peu du top flop 2023, février 2023. Qu'est-ce qu'on va voir, les amis, en février? Déjà, directement, le premier truc qui me vient en tête, c'est ce Fablesman, le prochain film de Spielberg qui sort début février. On a également un film de Shyamalan, également, Knock at the Cabin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a After Sun, que j'ai vu passer pas mal. Pourquoi j'ai noté After Sun déjà? After Sun, il est déjà au cinéma en plus, vous voyez. Pourquoi je voulais voir After Sun? Je ne sais plus pourquoi, mais le pitch avait dû me plaire. Donc voilà, en gros, les films que j'attends le plus actuellement, que j'ai noté en tout cas, que j'attendais de voir, c'était Knock at the Cabin, After Sun et The Fablesman. Voilà. Sinon, on a pas mal d'autres films que je vous ferai une petite review fin février. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit live. Ce fut un plaisir. Et puis, on se retrouvera bien assez tôt pour. Moi, j'ai eu Bad Buzz cette année. Je conseille si vous avez envie de vomir. Non, pas Bad Buzz. Allez voir les Rascals. Et on se retrouvera bien évidemment pour beaucoup de live. N'hésitez pas à nous suivre, à nous follow sur Twitch, mais également toutes les rediffusions sont sur notre chaîne YouTube Les Planches. Merci d'avoir suivi ce live. Je coupe pour YouTube. Des bisous.